Est-ce que tu fais partie des personnes qui n'ont jamais ouvert un logiciel 3D de leur vie et qui souhaitent dès aujourd'hui se lancer dans la 3D? Si c'est ton cas, excellente nouvelle, tu vas aujourd'hui apprendre toutes les bases de Cinema 4D, ou en tout cas on va voir ensemble l'interface de ce dernier à l'aide de cette mini formation sur CKD. Pour les personnes qui me découvrent, mon nom est Romain Guillon, je suis motion designer 3D et formateur. J'ai eu l'opportunité de travailler pour différentes marques à travers mes expériences en studio et en tant que freelance. Des marques comme Adidas, Balenciaga, Palmangel, Chanel, BBC, Vizio et j'en passe. Je t'invite à jeter un petit coup d'œil à mon travail sur ma page Instagram ou même mon site web. Ce tutoriel que je t'apprête à regarder est tiré d'un programme complet sur l'animation 3D dans Cinema 4D. Il s'agit plus précisément d'un accompagnement personnalisé, dans lequel je serai ton mentor. Je vais t'accompagner à travers différents projets concrets qui vont te permettre de bâtir ton portfolio et attirer à toi tes vrais premiers clients grâce à des animations 3D. Je vais te faire un rapide résumé. Tu auras toute une partie théorique qui va t'apprendre toute la théorie autour de l'univers de la 3D. Ensuite va se suivre 3 projets concrets tirés de mes différentes expériences en studio ou en tant que freelance. Ici, je vais te dévoiler tous les différents secrets des studios londoniens ainsi que leur workflow. Donc ici, on va voir vraiment toute la structure de A à Z, comment mettre en place un projet et ensuite le proposer dans notre portfolio. Ce portfolio, nous allons le créer sur Behance. Nous allons voir pas à pas comment le bâtir de manière efficace et faire en sorte qu'il attire à nous des clients qualifiés. J'ai aussi prévu un module complet où je te montre comment travailler 2 fois plus vite et ainsi passer beaucoup moins de temps sur ton projet client. Tu auras aussi accès à un groupe Discord dans lequel tu pourras me poser toutes les questions que tu peux avoir sur le programme ou même dans tes projets personnels. Et je te donnerai du coup une réponse personnalisée. Tu auras bien sûr des retours vidéo sur tous tes travaux, tu auras aussi accès à des lives mensuels dans lesquels on échange avec les membres de l'équipe, ils me posent toutes les questions qu'ils veulent et j'y réponds en live, ou aussi tu vas pouvoir avoir accès à des produits complémentaires bonus que je donne accès gratuitement aux élèves du programme. Toutes les informations sont bien sûr dans la page du programme présente dans la description. Pour mener à bien aussi ce tutoriel, cette mini formation, je t'invite à télécharger dans la description le PDF qui va regrouper tous les raccourcis indispensables dans Cinema 4D pour la navigation. Tout est regroupé sur ce PDF et de plus tu auras quelques petits bonus que je vais t'inviter à aller découvrir maintenant. De plus, je t'invite à regarder juste en dessous de cette vidéo, il y a des timecodes. À certains endroits, nous abordons différents points de Cinema 4D, donc je t'invite à aller voir du coup à ces timecodes. Ça va être beaucoup plus pratique pour toi pour rester organisé. Et s'il y a des points que tu veux voir plus que d'autres, tu vas pouvoir avoir un accès très rapidement. Ok, tout est dit, on est enfin prêt pour commencer, c'est parti. Nous sommes partis dans Cinema 4D 2023 dans son interface et on va voir un petit peu comment tout cela fonctionne. Tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué, il va juste falloir s'y habituer et faire les exercices en même temps que moi. Ok, on est parti. Déjà, comment faire pour se déplacer dans la vue, dans notre viewport? Eh bien, si tu fais un clic, tu vois, dans l'interface, il n'est pas possible de bouger. Pourquoi? Étant donné qu'il va falloir utiliser des raccourcis clavier. Mais avant d'utiliser ces raccourcis, je vais te montrer un petit peu l'endroit où on va pouvoir se déplacer. Ici, sur ces 3 petits outils, nous avons l'outil caméra déplacement, caméra zoom dézoom et caméra rotation. Ici, je t'invite à cliquer dessus et tu vois que tu vas pouvoir te déplacer. Avec la main, c'est pour le déplacement. La flèche, c'est pour le zoom. Quand je déplace ma souris à gauche, je dézoome et à droite, je zoome. Et enfin, pour le 3e outil, ça va être la rotation. Donc je tourne autour et on voit que voilà, ma caméra tourne en fonction du mouvement de ma souris. Comme tu peux voir aussi, il y a une petite croix jaune qui est au milieu de notre écran. Cela signifie que notre caméra se déplace au centre de ce point. Maintenant, comment faire? Quels vont être les raccourcis clavier? Les raccourcis, tu vas voir, c'est très simple, c'est toujours le même. Et tu vas te déplacer uniquement avec ta souris. C'est-à-dire que tu vas pouvoir utiliser tes 2 mains, ça va être ultra simple. Le raccourci clavier, c'est Alt. Quand tu appuies sur Alt et tu fais un clic gauche de ta souris, tu vas faire une rotation autour de ton point. Toujours en maintenant Alt, bien sûr. Et quand tu maintiens Alt et tu fais un clic droit de ta souris et que tu vas à droite, ça va zoomer et tu vas à gauche, ça va dézoomer. Si tu fais tout maintenant Alt, encore une fois, un clic du milieu de ta souris, c'est pour ça qu'il va être attention d'avoir une souris avec une molette. Si tu fais un clic
du milieu, du coup clic molette, tu vas pouvoir te déplacer autour de ta vue. Alors ces raccourcis sont indispensables, étant donné que sinon, t'imagines, si on se déplaçait toujours avec ces 3 vues, ça va être beaucoup trop long. Du coup, prends vraiment en compte ce raccourci Alt, tu maintiens Alt et tu fais tout avec ça, au niveau en tout cas de ton déplacement de ta caméra. D'accord ? Maintenant, imaginons que j'ai un objet. On va rajouter un cube ici, tout simplement. Et je vais pouvoir me déplacer autour. Je t'invite toi aussi à t'entraîner, à cliquer à différents endroits de ton cube. Et comme tu peux voir, si je clique à gauche, je vais pouvoir commencer à faire une rotation. Et si je fais un Alt-clic du milieu, je vais pouvoir me déplacer en fonction de où est ma souris, tu vois. Et si je fais un clic, du coup Alt, je fais une rotation. Alors il faut savoir que dans différents Cinema 4D, il y a différents paramètres, étant donné que normalement, si tu veux faire une rotation sur là où se trouve ta souris exactement, il va falloir faire un petit réglage qu'on va faire tout de suite. On va se rendre ici dans caméra, on va se rendre dans navigation, et au lieu d'être en center mode, c'est-à-dire qu'on va se déplacer en fonction du centre de notre viewport, on veut que ce soit en cursor mode. Et maintenant, quand j'appuie sur Alt, tu vois, cette petite croix, elle se déplace en fonction de là où j'ai cliqué, tu vois. J'appuie sur Alt et je fais un clic gauche, je me déplace. Ça s'aide bien principalement lorsque tu fais une rotation autour de ton objet. Étant donné que là, il va prendre en compte vraiment où tu as cliqué sur ton objet. Ok ? Voilà un petit peu pour le petit réglage que tu peux mettre à présent dès aujourd'hui. Même si voilà, c'est pas indispensable, tu arriveras quand même à bien te déplacer si c'est au centre de ta vue, mais c'est quand même plus pratique, ok ? Maintenant, imaginons que tu es perdu dans ta vue. Voilà, tu étais là, tu sais pas vraiment où est des objets, tu ne te repères plus. Ici, tu peux voir qu'il y a une petite flèche orange. Tu peux cliquer dessus et ça va te centrer automatiquement sur l'objet qui a été sélectionné ici dans ta hiérarchie. Pour le moment, on n'a qu'un seul cube, mais tu vois, si je rajoute un nouveau cube, et on se perd, et en fonction de le cube que tu sélectionnes, tu vois, la flèche orange va être différente. Quel est le raccourci clavier pour se centrer automatiquement sur ton cube? Ça va être le raccourci S et H. Juste une fois, tu vois, tu appuies une seule fois sur S et ça va centrer automatiquement sur ton objet. Je sélectionne un autre objet, j'appuie sur S et il va centrer sur cet objet. Et si j'ai envie de centrer un peu sur la scène, c'est-à-dire de prendre en compte tous les objets qui sont ici, j'appuie sur H. Et comme ça, il va centrer dans mon viewport l'ensemble de mes objets. D'accord ? C'est vachement pratique, c'est le S et le H. Raccourci à prendre en compte aussi. Maintenant, comme tu peux voir, lorsque je clique sur un objet, nous avons un axe ici qui est présent. Alors cet axe-ci, il est présent juste là-haut aussi. L'axe Y, l'axe Z, l'axe X. Quand tu tournes autour, tu as l'axe qui, bien sûr, change, qui rotate, qui prend en compte bien sûr ta position dans ta scène. Et donc l'axe vert représente l'axe Y, l'axe bleu l'axe Z, l'axe rouge l'axe X. Si tu es perdu, si tu ne te rappelles plus vraiment à quoi il correspond, étant donné que c'est possible là aussi de changer la rotation, la position de ton axe, et du coup tu peux être perdu de temps en temps sur à quoi correspond chacune des couleurs, tu as ici bien sûr un petit rappel, d'accord ? Ça va être vachement pratique. Il faut savoir que tu as possibilité de déplacer ton objet. On va voir un petit peu comment on va se déplacer dans notre scène. Et déplacer nos objets surtout. On va prendre en compte du coup chacun de nos axes. Tu vois, lorsque je clique sur un axe, je le déplace sur chacun d'entre eux. Il y a différents moyens de déplacer notre objet. Premièrement, grâce à l'interface, comme ici. Il y a aussi possibilité de cliquer en dehors de ces axes et tu vas pouvoir le déplacer. Tu as la possibilité de cliquer ici du coup sur, tu vois là c'est l'axe X, l'axe rouge. Si tu cliques ici sur la petite poignée rouge, tu vas le déplacer là aussi en fonction de la position sur de ton viewport. Il y a aussi possibilité ici quand tu cliques sur ton objet d'aller dans coordonnées et de modifier chacun des axes, l'axe X, l'axe Y, l'axe Z. Et ici par exemple si je déplace mon objet sur un des axes, on va voir que la valeur en bas à droite se change elle aussi. Même chose si je veux faire une rotation de notre objet. Comment faire pour faire une rotation? Donc ici on peut utiliser les coordonnées directement sur notre objet. Ici le P représente la position, le R la rotation ici et le S l'échelle, scale en anglais. Ici si je change les valeurs de RH, je vais faire une rotation sur l'axe Y,
RP, ça va être rotation sur l'axe Z et RB sur l'axe X, ok? Une fois que du coup tu as fait ta rotation, tu as la possibilité voilà, de changer les valeurs ici, ou alors utiliser un raccourci clavier qui est le raccourci R. Comme tu peux voir, à notre gauche, nous avons trois outils. Ou plutôt 3 modes de déplacement pour tes objets. En haut à droite, c'est déplacement pour la caméra. Ici à gauche, c'est pour tes objets. Du coup, nous avons cette croix qui est pour le déplacement de ton objet dans la scène. Nous avons ici les 2 flèches qui est pour la rotation. Comme tu peux voir, nous avons du coup notre gimbal ou notre axe qui a changé de forme pour voilà, avoir du coup une forme plus simple concernant notre rotation. Maintenant, tu vas pouvoir faire une rotation sur l'axe Y. Tu vois, tu te rappelles, le vert c'est Y. Du coup, tu vas faire une rotation sur l'axe Y, ou alors sur l'axe Z, comme cela, ou bien encore sur l'axe X. Du coup, on va utiliser cet outil pour faire une rotation. Le raccourci clavier et le raccourci R. Le raccourci T va être pour l'échelle, le raccourci E pour le déplacement. Comme tu peux regarder, tu regardes sur ton clavier actuellement, si tu as un clavier AZERTY, le E, R, T sont super proches l'un des autres. Du coup, c'est super pratique et super rapide du coup de naviguer entre ces 3 différents modes. E, déplacement, R, rotation, tu vois, R, rotation, ça va être simple, et T pour l'échelle. Ok? Voici un petit peu pour les raccourcis clavier. Et encore une fois, pour la rotation, c'est la même chose, hein, comme je te montrais. Ici, tu as la possibilité de faire la rotation de cette manière directement dans l'objet. Et maintenant, nous avons l'échelle. Tu vas pouvoir jouer avec l'échelle de ton objet. Ça va être pratique, notamment pour la modélisation. Ok? Du coup, tu vas pouvoir ici jouer avec son échelle. Par contre, si voilà, là, je vais utiliser l'outil échelle et je veux du coup uniquement augmenter la taille sur un seul des axes, mais il ne va pas être possible ici. Pourquoi? Étant donné que cet objet n'est pas éditable pour le moment. Il est uniquement dans sa forme initiale qui apporte certains avantages plutôt que d'autres. On va y arriver tout de suite dans quelques secondes, mais je finis juste rapidement avec l'échelle. Du coup, avec ce mode-là, l'outil Scale, tu vas pouvoir augmenter la taille ou diminuer la taille de ton objet. Tout comme, encore une fois, ici, au niveau des coordonnées, d'accord? Mais il y a aussi tu as aussi plusieurs paramètres. Lorsque tu crées une forme simple, une primitive, on appelle ça, qui est présente juste là. Quand tu maintiens un clic de ta souris, tu as la possibilité de créer des cubes, cylindres, etc. Ça va être tous ces objets-là qui vont nous permettre de base, qui vont être notre base pour modéliser tout type d'objets en fait. Tous les objets qu'on va modéliser vont démarrer d'une primitive qui va être super simple, comme la sphère et le cube sont les 2 qu'on utilise le plus souvent. Ok? Du coup, tu as différents objets qui sont présents là, et chaque objet dispose de paramètres bien spécifiques. Alors je vais rajouter plusieurs, histoire que tu vois bien. Ok, là on a différents objets, et quand tu cliques sur les objets ici dans ta hiérarchie, tu peux voir, alors on va rester sur le cube étant donné qu'on était dessus tout à l'heure. Quand tu cliques sur ton cube et tu vas dans objet ici, tu vois qu'il y a la possibilité là aussi de jouer avec certains des paramètres. Tu as la possibilité de monter son échelle, sa taille sur chacun de ces axes. Alors tu as la possibilité du coup de le faire ici aussi. Et tu as aussi la possibilité d'augmenter les segments de notre objet. Ici on ne le voit pas trop étant donné qu'il va falloir changer de mode, mais en tout cas tu as la possibilité de monter la quantité de polygones. Les polygones sont extrêmement importants en 3D, on va y venir tout de suite. Il y a aussi du coup la possibilité, ce qui est bien du coup avec ces primitives, c'est que tu as différents modes et tu as la possibilité d'ajouter des filets comme cela et rajouter un léger biseau à ton objet et avoir le contrôle sur ce dernier. C'est vachement pratique. Mais comme tu peux voir, il y aura la possibilité de jouer avec le biseau uniquement sur des objets qui ont des arêtes franches, comme un cube. Ici, notre cercle, enfin notre sphère, n'a pas d'arête. Du coup, forcément, il est impossible de jouer avec son biseau. Mais la sphère dispose d'autres paramètres. Quand tu cliques sur ton objet, ici, tu as la possibilité de jouer avec le radius, de jouer avec les segments. Plus tu rajoutes de segments, plus ta sphère va sembler lisse. Mais en 3D, comme je te disais, il va falloir faire attention au nombre de polygones. Plus tu as de polygones dans ta scène, plus ton ordinateur va être lent et le temps de rendu va être là aussi plus long. En 3D, le but du jeu, en fait, c'est de rendre nos objets avec un nombre de polygones minimum, mais suffisant pour que notre objet paraisse lisse.
On va devoir différentes techniques, notamment avec Redshift, dans ce programme, ne t'inquiète pas, mais en tout cas, il est important de garder ça en tête. Comment faire du coup pour voir le nombre de polygones? Il va être très simple. Il y a un raccourci clavier, mais je vais te montrer déjà comment le visualiser. Tu vas te rendre ici dans Display et aller dans Gouraud Shading Lines. En cliquant dessus, tu vois qu'on voit tous nos polygones. Comme je te disais, si on augmente le nombre de segments, tac, on voit qu'il y a énormément de polygones. Ça va être beaucoup trop ici, par exemple, pour une sphère, tu vois. Enfin, tout dépend ce que tu veux faire avec, étant donné que plus tu as de polygones, imaginons tu veux faire une simulation comme une balle qui touche le sol et qui s'étale, qui s'écrase, plus tu as de polygones, plus tu auras de détails dans ta simulation, mais plus le temps de rendu sera long et plus ta simulation pourra prendre du temps à être simulée. Du coup, voilà, gardez en tête, comme je te disais, la quantité de polygones, ça va être extrêmement important. Et ici, comme tu as d'autres aussi paramètres, comme la possibilité d'avoir une hémisphère, d'avoir un tétraédron. Ici, comme tu peux voir, en fait, c'est la disposition de tes polygones qui va différer. Et ça va être intéressant, notamment pour la simulation, de jouer avec des octaédrons. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas envie de trop te perdre avec ça. Garde juste en tête que tu as différents paramètres ici sur tes objets, comme la sphère, le cylindre, les cubes, etc. Il est important de le garder en tête, étant donné que si tu veux, par exemple, avec ce cube, j'ai envie de créer une maison. Alors plus avec celui-là ici, étant donné que ça va être plus simple, c'est plus clean. Je veux créer une maison. Mais là, il est impossible, par exemple, pour créer une maison, il faudrait que j'extrude ce polygone et que je change sa forme, etc. Il n'est pas possible. Pourquoi? Étant donné que c'est toujours en mode primitif. Il va falloir rendre notre objet éditable. Et comment faire pour rendre notre objet éditable? Eh bien, ça va être très simple. Il te suffit ici de cliquer sur Make Editable. On va cliquer dessus et on va voir que tu vois, notre pictogramme a changé d'aspect. Étant donné que maintenant il est éditable. Et qu'est-ce que cela va faire d'avoir un objet qui est éditable? Eh bien, c'est que maintenant on va avoir la possibilité de jouer avec différents modes, qui est ici le mode point, le mode arête et le mode polygone. En cliquant du coup sur chacun d'entre eux, tu as maintenant la possibilité de sélectionner les arêtes ou les polygones de ton objet. Ici par exemple, si je clique sur la sphère, là c'est impossible, étant donné que mon objet est en forme primitive, il va falloir le rendre éditable. L'inconvénient, c'est que quand ton objet est éditable, c'est que tu n'as plus la possibilité de changer, par exemple d'ajouter tes biseaux, de changer le nombre de polygones, etc. Maintenant il est éditable. Et du coup tu as la possibilité par contre de changer sa forme. C'est pratique étant donné que voilà, maintenant on va pouvoir customiser cette forme. Et comment faire du coup pour par exemple créer un sorte de toit ici. On va voir ça maintenant. On va pouvoir sélectionner du coup le polygone du haut, on va pouvoir faire un clic droit, et quand je fais un clic droit en mode polygone, j'ai tout un tas d'outils qui est apparu. Les outils présents ici, ça va être vraiment idéal pour la modélisation de tes objets, principalement. D'accord? Et si tu es en mode par exemple arrête et tu fais un clic droit de nouveau, tu as de nouveau tous ces paramètres. Même chose pour le mode point. D'accord? Du coup, quand tu fais un clic droit, ça va être vraiment en fonction des outils que tu as sélectionnés. Par contre, ici, là, si je suis en mode du coup objet, juste objet, je n'ai plus les mêmes outils présents. Encore une fois, ne t'inquiète pas, on va voir ça en détail. On va vraiment se concentrer sur 20% des outils qui nous apportent 80% des résultats. Du coup, on verra ça grâce au projet pratique. Donc, je suis en mode ici. J'ai sélectionné mon polygone. Si je fais un clic droit et que j'ai envie de faire une extrusion, je vais appuyer ici sur Extrude. Et comme ça, je vais pouvoir extruder ma forme. Existe-t-il un raccourci? Oui, comme tu as pu voir, c'est raccourci MT. Mais il y a aussi un autre raccourci qui est bien plus pratique que d'extruder de cette manière. Et quand tu extrudes de cette manière, du coup, c'est bien parce que étant donné que c'est automatique, mais aussi tu as d'autres paramètres ici, qui sont présents uniquement ici, comme aussi les polygones. Tu as la possibilité de créer des caps, c'est-à-dire de couvrir. Ici, on ne voit pas trop, étant donné que on est du coup à l'extérieur de notre objet, mais on a différents paramètres complémentaires qu'on verra bien sûr tout au long de la formation. Du coup, comme je te disais, il y a aussi un autre raccourci pour faire une extrusion qui est bien plus pratique, que j'utilise 80% du temps. C'est que je vais mettre en mode déplacement, raccourci E sur ton clavier, et je vais appuyer sur CTRL. Et en appuyant sur CTRL et en déplaçant vers le haut, on va créer automatiquement une extrusion. C'est ultra pratique.
par exemple ici, tu vois, je sélectionne ce polygone, mais je n'appuie pas sur CTRL ici, je déplace juste et on voit que du coup, tous les polygones restent connectés. Mais si j'appuie sur CTRL, je vais pouvoir réaliser une petite extrusion. Ok? Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne pour les raccourcis. Mais par contre, ici, au niveau du cube, maintenant, on n'a plus la possibilité de créer des biseaux. Et les biseaux sont extrêmement importants dans tous les objets. Comme tu peux voir dans le monde réel, tous les objets disposent d'un très léger biseau. Même sur les objets les plus sharp, il y aura un biseau. Du coup, comment faire? Même si on a déjà rendu éditable notre objet, on va se rendre en mode arrête ici. Et on va double-cliquer, ou cliquer une seule fois, pardon, sur une des arêtes. Mais imaginons, j'ai envie de sélectionner tout le contour. Et ça va être important, étant donné que si je crée une arête, un biseau juste ici, ça va pas vraiment fonctionner, étant donné qu'on a ici un angle droit. Et ensuite, voilà, il n'y a pas vraiment possibilité. Regarde, par exemple, on va faire un petit exemple. Je fais un clic droit, j'utilise le raccourci Bevel, MS. Et si je crée ce petit biseau, j'ai du coup, voilà, ce biseau qui se crée, mais ce texte-là n'est pas pris en compte. Et nous, c'est ce qu'on veut, ok? Du coup, comment faire pour sélectionner toutes nos arêtes au-dessus? Il y a différents moyens. Il y a, en double-cliquant, normalement, tu as la possibilité... Alors, je vais faire ici... Si tu double-cliques, il y a la possibilité de sélectionner, du coup, tout le contour, tous les polygones aux alentours, comme tu peux voir ici. Par contre, sur le dessus, il va falloir sélectionner manuellement. Du coup, on va maintenir la touche Shift pour sélectionner un par un chacune de ces arêtes. Et ensuite, on va pouvoir faire un clic droit, Bevel, et on va cliquer vers la droite pour créer un léger biseau, comme cela. Encore une fois, tu as d'autres paramètres présents ici, comme les subdivisions, l'offset, etc. Bon, je ne vais pas rentrer trop en détail, mais voilà un petit peu la différence entre du coup une primitive et un objet éditable. Il est important de garder ça vraiment en tête sur les deux différentes méthodes, principalement pour la modélisation. On va vraiment faire attention à ça, ok. Ensuite, maintenant, comment faire pour le rendu? Et de plus, je fais un petit aparté, mais tous les outils qu'on a à disposition ici en faisant un clic droit, ils sont aussi disponibles ici. Étant donné qu'ils savent très bien, CinemaCAD savent très bien que voilà, on utilise souvent les mêmes outils comme l'extrusion, les bevels. Du coup, ils sont présents aussi juste ici, d'accord? Juste pour voilà, un petit raccourci qui est bien pratique. Ok. Maintenant, on va supprimer tout ça. On va se concentrer un petit peu sur d'autres outils qui sont autour de notre interface. Donc, nous avons vu le déplacement, nous avons vu comment déplacer notre objet, nous avons vu les différents modes pour la modélisation. Maintenant, j'ai envie de vous parler un tout petit peu du rendu. Quand je clique ici, alors j'ai créé juste un objet, nous avons du coup trois boxes ici qui sont importantes elles aussi pour le rendu de notre scène. Si je clique ici sur Render, notre objet va être rendu. Cependant, ça va être juste un rendu pour ton viewport, pour voir comment le lighting se déroule, interagit avec ton objet. Mais nous, on a installé le plugin Redshift. Et ce plugin Redshift nous donne la possibilité d'avoir un viewport qui se met à jour automatiquement. Et ça va être légèrement différent. Du coup, on ne va pas utiliser ce render view lors de travaux pratiques, mais c'est bien quand même de savoir que c'est là. C'était bien en fait pour les anciennes versions de CinemaCAD avec le moteur de rendu plus basé sur le CPU, avec le moteur de rendu standard et physique, mais nous on va utiliser le GPU de notre ordinateur avec le moteur de rendu Redshift. Donc voilà, on ne prend pas vraiment ça en compte, mais c'est bon à savoir. Cependant, ici le render to picture viewer, ça va être important étant donné que c'est en cliquant ici que le rendu final de notre scène va se faire. C'est du coup ici, c'est en cliquant ici que du coup ton image va être importée dans tes fichiers. Du coup, c'est important de savoir que ça se présente juste là. Ensuite, là, nous avons Edit Render Settings. Cette box là va être importante elle aussi, étant donné que c'est là où tu vas dire la dimension, tu vas indiquer la dimension de ton rendu, tu vas indiquer le nombre d'images par seconde, tu vas indiquer où est-ce que tu veux sauvegarder aussi ta scène. Encore une fois, on rentre vraiment en détail sur chacun de ces aspects au cours de la formation, du coup t'inquiète pas, mais au moins c'était une courte introduction pour voir où ça se passait, ok. Et aussi au niveau du moteur de rendu, là on était en mode moteur de rendu standard,
Du coup, nous, on se passera en Redshift. C'est là où tu indiques quel moteur de rendu tu veux utiliser dans ton logiciel. D'accord? Encore une fois, t'inquiète pas, on verra vraiment en profondeur. Et enfin, nous avons cette petite icône. À quoi correspond cette icône? Eh bien, elle va nous permettre de déployer pour voir un petit peu nos textures. C'est là où tu vas créer différentes textures, différents matériaux qui vont s'appliquer à notre objet, qui vont donner une aspérité, qui vont donner des couleurs, des réflexions différentes à ton objet. Du coup, comment faire pour ajouter une texture? Tu as différentes possibilités. Tu peux double-cliquer pour créer une texture automatique, ou alors tu cliques sur le petit plus, et si tu maintiens sur le petit plus, tu as possibilité de créer différents types de matériaux. Ici. Encore une fois, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va principalement utiliser des matériaux standards, mais tu as cette possibilité, ok? Par exemple, notamment si tu veux créer des volumes, enfin, si tu as de la fumée, etc., tu vas dans ce cas-là utiliser plus le pyro volume en mode de texture, ok? Mais voilà, il est important de savoir que c'est là, ok? Tu as aussi possibilité d'appuyer sur créer et matériaux, new standard, tu vois, il y a différentes possibilités. Il va falloir faire attention lorsque tu crées une texture, étant donné que la texture va être reliée à ton moteur de rendu. Ton moteur de rendu qui du coup utilise le GPU de ton ordinateur. Et nous ça va être Redshift Render principalement. Il va falloir faire attention ici en cliquant sur tes render settings d'être en mode Redshift. Étant donné que à chaque fois que tu vas créer une texture, si imagine tu es en mode standard, ici, le rendu standard, eh bien tu vas créer une texture standard. Et dans cette texture, si tu double-cliques dessus, tu auras une autre interface qui va se présenter. Cette interface-ci, elle est la même que tu as ici en bas à droite. Lorsque tu cliques une seule fois, elle va apparaître ici automatiquement. Et si tu cliques deux fois, nous aurons différents réglages présents ici. Ok? Donc, on verra plus en détail en quoi ça correspond. Et nous utiliserons aussi principalement ici dans les matériaux standards. Tu vois, on voit qu'on a un autre matériau qui s'appelle Redshift Standard. RS pour Redshift. Ok? On verra ça plus tard, j'ai pas envie de te perdre maintenant, mais en tout cas, toutes les textures vont être ici. Et comment faire pour l'appliquer à notre objet? Ça va être ultra simple, il va suffire de cliquer et de glisser sur notre objet pour appliquer notre texture, comme cela. Et maintenant, si j'ai envie, je vais pouvoir jouer avec la couleur de mon objet, je vais pouvoir ajouter, je sais pas, de la transparence si je veux, ou de la réflexion, etc. Bref, tu auras beaucoup de possibilités avec cette texture pour donner vraiment cet aspect réel. C'est là où ça va se jouer si tu as envie qu'un objet ait l'air réel et intégré du coup à ta scène. Ok? Du coup, pour masquer toutes ces textures, on peut recliquer dessus. Si par exemple je supprime toutes mes textures, on voit qu'il y a ici à droite notre texture qui est disparue elle aussi, avec un petit point d'interrogation pour indiquer que la texture est manquante. Ok. Voilà pour les textures. Ensuite, ce qu'on va voir ensemble, ça va être les 4 vues. Étant donné que là, actuellement, on est en vue 3D. C'est-à-dire, voilà, on peut tourner autour, mais il est possible, comme dans Photoshop, d'avoir une vue 2D qui va être bien pratique pour différentes choses, notamment pour la modélisation, pourquoi pas d'une bouteille. Et où est-ce qu'on peut jouer avec nos différentes vues? Ça va être ici. On va cliquer sur ce petit carré et on voit que maintenant, on a les 4 vues. Il y a aussi un raccourci, comme tu peux t'y attendre, on verra ça juste après, mais en tout cas ce qui est bien c'est que tu as maintenant la vue de droite, right, front, vue de devant et top, vue de dessus. Et c'est pratique étant donné que sur chacune des vues on va pouvoir importer pourquoi pas une image de bouteille ou je sais pas quoi que ce soit, et ça va nous aider en fait si on veut modéliser quelque chose. Et c'est vachement pratique. Du coup c'est important d'avoir ça en tête, et aussi extrêmement important et astuce au passage, on verra encore une fois ça plus tard, mais lorsque tu utilises des splines, lorsque tu veux créer des splines, il est beaucoup plus facile de le faire dans une vue 2D. Par exemple, les splines, ça va être ici. Par exemple, si tu veux dessiner une spline, on va aller ici, c'est aussi crayon. Et maintenant, si je clique, je vais pouvoir créer une spline comme cela. C'est vachement pratique. Et beaucoup plus pratique que t'imagines de le faire sur une vue 3D comme ça. Là, tu vois, j'essaye de créer une spline, mais je sais pas trop où il se trouve en 3 dimensions, tu vois. C'est pas vraiment précis. Ça va être beaucoup plus précis de le faire sur une vue 2D. Voilà un exemple très simple d'utilisation, et aussi d'importer une image qu'on verra bien sûr dans la formation. Ok? Et quels sont les raccourcis clavier pour afficher ces 4 vues? Ça va être le F1
F2, F3, F4. Et si tu appuies sur F5, ça va t'afficher les 4 vues. Regarde sur ton clavier, F1, F2, F3, F4 et F5. Voilà, c'est ça. Cette vue-là à gauche, c'est F1, F2 celle-ci, F3, F4 et F5, les 4 vues. Ok? Voilà un petit peu pour les raccourcis. Comment faire aussi pour revenir en arrière? Imaginons, tu as ton cube, tu l'as rendu appuyé sur C, éditable, tu as fait quelques modifications sur ce cube. Par exemple, alors j'ai créé une spline par mistake. Du coup, imaginons, voilà, j'ai sélectionné, encore une fois, décidément, je vais me mettre du coup en mode déplacement et je vais sélectionner une partie de mon cube. Imaginons, voilà, j'extrude mon objet, mais je suis pas content du résultat. Comment faire pour revenir en arrière? Il est possible ici, en haut à gauche, de cliquer sur la petite flèche pour revenir en arrière. Ou appuyer sur raccourci CTRL Z comme dans Photoshop. Ok? Ensuite, comment faire pour modifier ton objet d'une manière plus procédurale. Ok? Comme dans Photoshop, on peut utiliser de temps en temps des filtres combinés à l'objet dynamique, ce qui fait que tu as un contrôle dessus. Par exemple, tu vas ajouter du flou, tu vas pouvoir contrôler l'intensité de flou, etc. Eh bien, nos filtres, entre gros guillemets, ils vont se présenter ici. Okay? Ici, nous avons les déformateurs. Ici, nous avons les générateurs en vert. Okay? On va voir déjà les déformateurs. Quand je maintiens cliquer, ici, tu as toute une palette de déformateurs qui est présente. Et maintenant, grâce à ça, en fait, tu vas pouvoir déformer ton objet de différentes manières pour lui donner différents aspects. Et ça peut être pratique pour la modélisation ou même pour la simulation, pour l'animation. Par exemple, j'utilise le Bend Deformer que je vais mettre du coup en enfant de notre objet. Et déjà, premièrement, ce que je vais faire, étant donné que ça va être important, les déformateurs, ils sont pas obligés d'être sur un objet qui est éditable. Ici, tu peux utiliser une primitive. C'est pas vraiment important ici. Du coup, c'est ça qui est pratique aussi. Tu vas pouvoir modéliser, même si on ne le fait jamais, mais il est possible de changer l'aspect de notre objet grâce au déformateur. Et du coup, ce qui est bien avec cette technique, c'est que tu peux garder l'objet en mode avec du coup tous ces paramètres en mode et ne pas le rendre éditable. Du coup, on va augmenter ces segments légèrement pour du coup avoir tous ces polygones. Si tu ne vois pas les polygones, encore une fois, tu vas aller te mettre dans Display et Gouraud Shading Lines ou raccourci NB et NA, c'est pour revenir en mode Gouraud Shading. Tu vois, tu as les raccourcis qui sont présents juste à droite ici. Mais c'est bien de les connaître, tu vois. NA, NB, NB, NA, c'est des raccourcis importants à connaître. Du coup, comment fonctionnent les déformateurs? C'est très simple, il va falloir les mettre en enfant de notre objet. Étant donné qu'il est possible que tu as énormément d'objets, eh bien, il va falloir le mettre en enfant. Par contre, à contrario, les déformateurs, les générateurs, il va falloir les mettre en parent. Par exemple, j'ajoute ce déformateur. Si tu le mets en enfant, ça ne va pas fonctionner. Il va falloir le mettre en parent. Les verts sont en haut et les violets sont en bas. Ok? On va voir tout à l'heure à quoi sert le subdivision surface. On va déjà se concentrer sur le Bend Deformer. Alors, le Bend Deformer, ce déformateur, il est en enfant du cube. Maintenant, du coup, j'ai des paramètres. Tous les paramètres, encore une fois, hein, ils vont être ici. Hein. Du coup, à chaque fois que tu rajoutes un objet ou quoi que ce soit, tu as différentes possibilités et tu vas voir un petit peu toutes ces features ici. Du coup, ici, il y a possibilité de déformer, de plier, bend, plier en anglais, notre objet. Donc, c'est vachement pratique. Tu vas pouvoir, du coup, le déformer comme cela. Tu as possibilité aussi, du coup, là ce que je t'invite à faire si tu utilises ce Bend Deformer, c'est de rajouter plus de polygones afin d'avoir un objet qui est beaucoup plus lisse, pour qu'on ait une courbe qui soit beaucoup plus douce, ok? Du coup, tu as, comme je te disais, différentes options avec ces déformateurs. Tu en as plusieurs, hein, je t'invite à jouer avec pour ce module et jouer avec par exemple le twist, ou le shear, le taper, le bulge, etc. C'est quand tu commences, c'est très bien de commencer à jouer avec ces différents paramètres. D'accord? Et du coup, je te parlais des déformateurs. Par exemple, le déformateur subdivision surface. Encore une fois, si tu maintiens cliquer, tu en as différents qui ont différentes utilités. Ok? Par exemple, le loft, ça va jouer avec les courbes, avec les splines, pardon. Même chose pour le spline mask.
etc. On verra certains d'entre eux. Encore une fois, on se concentre vraiment sur les outils qu'on utilisera à 80% avec nos clients. Du coup, on verra ça au cours de la formation. Mais en tout cas, le subdivision sur surface, c'est un objet, un générateur qu'on utilise extrêmement souvent. Pourquoi? Étant donné que si tu rends ton cube éditable, tu n'as plus la possibilité, vas-y, on va le faire maintenant, tu n'as plus la possibilité de jouer avec le nombre de polygones. Et du coup, c'est contraignant. Et du coup, comment faire pour rajouter des polygones sans et avoir toujours le contrôle des nombres de polygones? Eh bien, nous allons utiliser une subdivision surface. Du coup, on va mettre le cube à l'intérieur, et comme tu peux voir, on a bien plus de polygones ici. Et c'est ultra pratique. Maintenant, on va pouvoir jouer à l'intérieur. Comme tous les objets, on a différents paramètres. Et on va pouvoir réduire la quantité de polygones ou le monter. Encore une fois, plus tu as de polygones, plus ton temps de rendu peut être long, et plus tu as de polygones dans ta scène, globalement, plus ta scène va être lourde et ton ordinateur peut être lent. Donc encore une fois, ça va être une balance entre le nombre de polygones que tu as. Ok. Donc voilà un petit peu les déformateurs. Je t'invite à jouer avec eux. Encore une fois, certains ne vont pas fonctionner, étant donné que ça va vraiment dépendre de ton utilisation. Par exemple ici, les spline mass avec les splines. Connect, le remesh, ça a fonctionné, mais relief. Mais je t'invite à jouer avec certains d'entre eux, si tu le souhaites. Nous avons aussi des volume builders. Nous allons le voir encore une fois au cours de la formation. Ça va être un outil vachement pratique pour modéliser et combiner différents objets entre eux. Et enfin, nous avons les cloners. C'est un peu la star, c'est un peu la feature phare de Cinema 4D. Les cloners et différents générateurs qui sont présents juste ici. Donc si tu veux le chercher, ils sont là. Le cloner, ce qui va te permettre en fait de copier un objet et de le dupliquer ultra facilement. Ok. Nous avons aussi un matrix, fracture, etc. On va pas forcément les voir, mais en tout cas, ils sont présents ici. Et enfin, quand on descend en bas, nous avons des fields, nous allons voir plus tard, mais ça va être vachement pratique, notamment pour contrôler la distribution de nos cloners, étant donné que quand je disais cloner, ça a dupliqué ton objet, et certains d'entre eux, tu vas pouvoir les avoir plus gros, plus petits, plus larges, à travers une certaine position dans ta scène, et c'est grâce à ces objets qu'on va pouvoir préciser tout ça. Et ici, nous avons du coup, encore une fois, des déformateurs, mais c'est principalement pour des générateurs ici. Je sais que ça peut être un peu confus quand tu connais pas un petit peu le logiciel, mais en gros, tous ces déformateurs ici, ils vont affecter principalement ton MoGraph. On l'utilise principalement pour le MoGraph. Ok? Bien sûr, il est possible de l'utiliser pour directement tes objets, mais à 80% du temps, on utilise combiné avec le cloner, d'accord? On verra ça bien sûr tout au long de la formation, mais c'est bien ici. Enfin, nous avons du coup nos lights. Si tu restes cliqué ici, tu as différentes lights, notamment principalement le soleil. Du coup, quand tu cliques dessus, tu as un soleil qui apparaît. Nous avons du coup nos lights qui sont ici. Nous avons aussi nos lights qui sont là, juste en dessous. Et quand tu maintiens cliqué, tu as les point light, spotlight, infinite light, area light, dome light, etc. C'est ici qu'on va principalement choper nos lights pour éclairer notre scène. Et ici, nous avons notre caméra. Quand tu cliques dessus, on a une caméra qui pop et tu vas pouvoir, en cliquant juste là, aller à l'intérieur. Si ce petit carré est visible comme cela, et brillant et blanc, et que tu as du coup cette interface, tu vois ce liseré orange qui est présent, ça veut dire que tu es à l'intérieur de ta caméra et que tu vas pouvoir mettre en place du coup un angle de vue qui te plaît. Si je sors de cet angle, on voit, là maintenant je suis toujours en mode 3D, mais je suis sorti de la caméra et on voit du coup que notre caméra est présente ici et qu'elle a un angle bien à elle, ok? On va retourner à l'intérieur. Encore une fois, dans notre caméra, on a différents paramètres, comme la focal length, la distance focale. Nous avons aussi les coordonnées, comme d'habitude. Nous avons aussi des effets qu'on peut rajouter, comme du bloom, des flares, des streaks. De bloom, c'est un petit peu cette... quand tu regardes par exemple une lumière, on a un petit peu un halo. Le halo, c'est un halo bloom. Et flare, c'est des flares, optical flares, tu vois un petit peu au niveau de... des petites... au niveau de ton éclairage, par exemple, tu as un soleil qui éclaire un verre, tu auras du coup une réflexion de cette lumière sur la lentille de ta caméra. Et Strike, même chose. Mais de toute manière, on verra un petit peu plus en détail lors des rendus de nos différentes scènes. Ok? Et du coup, Color Correction pour ajuster la couleur, etc. Mais tout ça va fonctionner en adéquation avec le moteur de rendu Redshift. D'accord?
Mais en tout cas, c'est important quand même de le connaître, de voir un petit peu comment ça se passe dès maintenant. Une rapide présentation. Maintenant, j'ai envie, par exemple, de voir un petit peu ensemble, étant donné que là, maintenant qu'on a vu un petit peu toute cette rubrique, encore une fois, là c'est pour ajouter du texte, là c'est pour ajouter des splines, c'est pas vraiment, tu vois, des objets, mais c'est plus des splines. On verra ça comme d'habitude plus tard. Je te présente vraiment le plus important, d'accord? Du coup, le mot graph, ici nous avons le cloner qui est là, mais il faut garder en tête aussi qu'il est disponible à plusieurs endroits dans ta scène. Par exemple, ici aussi, on a mot graph, tu vois. Là, on retrouve le cloner ici, et tous nos autres objets. D'accord? C'est juste pour te... Là, c'est vraiment des raccourcis, mais tu as tout qui est disponible là aussi. Ok? Donc maintenant, comment faire pour animer? Comment fonctionnent les keyframes? Ça va être une rapide introduction pour voir comment tout cela fonctionne. Encore une fois, on a des modules qui vont être dédiés à ça, mais c'est bien d'avoir une petite introduction pour que je te montre un petit peu au niveau de l'interface où tout cela se passe. Donc imaginons ici notre cube, on veut animer notre angle, notre rotation. Ok? Comment faire pour faire ça? Eh bien, ça va être très simple. Tu vois ici, il y a des sortes de petits losanges présents à côté de chacun des modes. Si je clique dessus, il devient rouge. C'est-à-dire qu'on a créé une keyframe. Tu vois, au niveau de notre ligne de temps ici, on voit notre keyframe qui a été rajouté à la frame 10. Là, je vais la déplacer jusqu'à 0. Et du coup, juste pour déplacer un petit peu au niveau de la keyframe, pour qu'on démarre à notre frame 0. Et vu que j'ai déplacé, ici, tu vois que le paramètre est toujours rouge, mais il est vide, étant donné qu'on a le keyframe n'est pas présent à cet endroit. Mais là par contre, quand je vais à la frame 1, il devient rouge, étant donné que la keyframe est présente à cet endroit. Maintenant, je vais me déplacer dans la ligne de temps. Je vais maintenant modifier notre valeur. Alors pas cette valeur de strength, mais de l'angle. Je vais faire par exemple une rotation à 360 degrés. Maintenant, on va recliquer de nouveau sur le petit losange. Et nous avons une keyframe qui a été ajoutée. Maintenant, tu as créé deux points d'entrée, enfin un point d'entrée et un point de sortie, deux keyframes. Et du coup, en fait, tout simplement, la valeur de l'angle va différer au cours du temps. Du coup, voilà, il va chercher à atteindre la valeur de 360 degrés à la seconde keyframe, tu vois. Donc voilà un petit peu comment fonctionne l'animation. Ça va être comme ça, grâce au keyframe, que nous allons du coup déformer notre... enfin pas déformer mais animer nos différents éléments. Ok? Et comme tu peux voir ici, imaginons j'ai envie de voir uniquement mon objet mais j'ai pas envie de voir tout le déformeur. Du coup ici, sur notre hiérarchie, tu as du coup deux petits points. Quand je clique dessus, ils sont tous les deux verts. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux visibles. Et si je désactive... Si je rappuie encore une fois et que ce point devient rouge, c'est-à-dire qu'il ne sera plus visible dans notre viewport, dans notre vue. Et du coup, à quoi sert cet autre petit point? Cet autre petit point, étant donné qu'il y en a deux à chaque fois en dessous de chacun des objets, le premier c'est pour la visibilité de l'objet dans notre viewport, et le second c'est pour la visibilité de notre objet dans le rendu. Encore une fois, les déformateurs ne seront pas visibles lorsque tu vas rendre ta scène. Ça va être uniquement les objets. Mais voilà, sache que par exemple si je mets un petit point rouge, je double-clique dans le second entrée de mon cube et que je fais un rendu, alors déjà il va prendre en compte la frame 17. Alors j'ai changé juste mon moteur de rendu, étant donné que je suis en mode Redshift. Là par exemple si je fais un rendu juste de cette frame, là mon objet est invisible. Pourquoi? Étant donné que j'ai le petit point rouge, mais si je le désactive et je fais un rendu, là mon objet va être visible, d'accord? Rapide présentation, c'est très pratique. Ok? C'était juste un petit aparté pour te montrer comment du coup masquer le bend deformer. Du coup, ok, tu as notre animation, mais comment customiser un petit peu cette animation, et étant donné que là c'est... J'ai pas envie que bref, j'ai envie de customiser l'animation, j'ai pas envie que ce soit lent, rapide, j'ai envie que tout ça soit linéaire. Et bien comment visualiser tes keyframes? Ça va être très simple. Soit tu fais un clic droit ici dans ton interface et tu vas trouver ici dans animation show f-curves, et ici comme tu peux voir je suis bien en mode objet, je suis pas en mode polygone ou etc, je suis en mode objet. Je fais un clic droit show f-curves, ou sinon sur mon objet je fais un clic droit et je vais dans animation show f-curve, ou alors tout simplement on va pouvoir cliquer ici en bas à gauche et on va pouvoir déplier cette nouvelle fenêtre
qui est l'endroit où seront nos keyframes, ok? Mais là, nos keyframes, elles sont pas vraiment en mode courbe, elles sont plus en mode, comment on appelle, enfin, ils sont plus en mode juste keyframe. Et on veut avoir plus d'informations sur ces keyframes. Comment ça va se passer? On va aller ici, tu as 3 différents petits modes, F-curve mode. Quand tu cliques dessus maintenant, tu as la possibilité de voir la courbe d'animation de ta valeur ici. D'ailleurs, il est bien plus pratique si tu fais juste un clic droit, Show F-curve, d'afficher directement le F-curve. Mais si tu cliques ici, il sera premièrement en visualisation keyframe. Et du coup, voilà, tu as une visualisation en courbe, et maintenant tu as la possibilité, voilà, on va jouer sur Play, tu as la possibilité de customiser du coup ton animation de cette manière. Et comment ça se passe au niveau du déplacement dans du coup cette interface? C'est pareil que la vue 3D. Tu appuies sur Alt et clic du milieu pour te déplacer et clic droit pour zoomer, dézoomer. Ok? Ici il n'y a pas de 3 vues, du coup le clic du gauche ne sera inutile. Mais voilà un petit peu comment ça se passe pour se déplacer. Et imaginons t'es vachement loin, tu vois pas trop ta courbe. Tu peux là aussi utiliser les raccourcis H et S. J'appuie sur H et je recentre sur ma courbe. Et là maintenant j'ai la possibilité, si je maintiens la touche CTRL, je vais pouvoir du coup aplatir ma courbe de manière linéaire. Si j'appuie pas sur CTRL, j'ai la possibilité, voilà, de bouger ma courbe d'une manière beaucoup plus libre. Mais je t'encourage à maintenir la touche CTRL pour juste affecter la vitesse et non la valeur de notre rotation. Okay, et là, du coup, on a différentes animations et c'est beaucoup plus fluide. Okay, donc c'est de cette manière qu'on va vraiment animer nos différents éléments. Encore une fois, on a un module spécialement conçu sur l'animation. Mais voilà une courte introduction sur les keyframes. Voilà un petit peu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de jouer un petit peu avec l'interface, de tourner autour des objets, de jouer avec les différents paramètres, des formateurs, générateurs qu'on a vus ensemble, et te familiariser vraiment avec l'interface Cinema 4D avant de passer à la suite. Donc voilà, vraiment joue avec tous ces éléments, et ensuite tu pourras passer au module suivant. Mais en tout cas, fais bien cet exercice afin de te familiariser avec tout ça. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour la suite du programme. Merci beaucoup de t'être formé à mes côtés. Comme indiqué en intro de cette vidéo, nous avons un PDF téléchargeable qui regroupe tous les raccourcis et quelques petits bonus. Et comme je te disais aussi, c'est que ce petit extrait est tiré d'un programme beaucoup plus large, un programme complet, accompagné, que je t'invite à aller découvrir dans la description. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était Romain Guillon. Reste motivé. Reste créatif, reste unique.